Merci beaucoup. Et je tiens aussi également à remercier les discutants, puisque selon la règle qu'on a proposé Philippe, on a demandé à des Parisiens de venir pour éviter des déplacements trop lointains. Alors, je vais vous parler donc des ultrasons, du bistouri ultrason. Ça vous parle ou ça vous parle pas, et je vais essayer de vous démontrer que ça a été une innovation extrêmement importante, pas la seule bien sûr, pas exclusivement bien sûr, pas tous les jours bien sûr, mais pour l'endométriose, il me semble que ça a été quelque chose d'extrêmement important pour notre pratique. Je remercie mes collaborateurs qui travaillent avec moi dans ce domaine, dans le service, Laurent Catala, Guillaume Legendre et Céline Maché. Alors ça, c'est les liens d'intérêt habituels. Donc qu'est-ce que c'est que ce bistouri harmonique, bistouri ultrason? Je vais essayer de vous expliquer, moi qui ne suis pas du tout ingénieur et qui suis absolument nul en technique, que ce n'est pas des ultrasons. Vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, c'est un nouvel instrument. Je pense que dans la salle, quand je vous regarde, tout s'est élevé à la bipolaire et au ciseau. Et en fait, de nouveaux instruments sont apparus. Et Horace Roman parlera tout à l'heure du plasma jet. C'est également un autre instrument assez fantastique. En fait, c'est un instrument qui a de multiples effets tissulaires, qui combine plusieurs paramètres techniques qui sont extrêmement importants dans la chirurgie d'endométriose. Et vous allez voir beaucoup de vidéos. On va essayer de faire quelque chose de très interactif. Et donc, c'est une nouvelle façon d'opérer. Alors, comment ça se présente? C'est une lame active qui est en bas, vous voyez, avec une partie biseautée qui permet la section lorsqu'elle est activée. Et au-dessus, il y a une partie qui favorise l'hémostase. Et en fait, il y a une onde d'énergie sinusoïdale qui va arriver et qui va faire que cette lame va pouvoir être mobilisée d'une façon extrêmement importante, puisqu'elle est mobilisée à 55 000 mobilisations par seconde. Imaginez, c'est extrêmement fantastique. Alors imaginez une scie ou scie un arbre. Et donc, on a 55 000 mouvements par seconde qui vont pouvoir faire une section et une coagulation. Donc je vais avancer un petit peu le film. Voilà, c'est bien sûr un film de la société, mais peu importe. Ça permet de bien comprendre. Et voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, on a dans la poignée un courant qui arrive dans la poignée, qui va traverser les éléments piézoélectriques, et c'est une énergie électrique qui va se transformer en énergie mécanique. Et ça entraîne une vibration, et cette vibration, encore une fois, 55 000 fois par minute, va permettre de coaguler, de couper. Donc il n'y a pas de courant, il n'y a pas de coagulation comme avec une bipolaire, il n'y a pas d'ultrason non plus. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on dit bistouri ultrason? Parce que cette vitesse de conduction, c'est la vitesse des ultrasons. Je ne suis pas physicien, mais c'est ce que les ingénieurs disent. Donc c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, on va passer. Donc les différents effets tissulaires, c'est de couper, je vais vous le montrer avec des vidéos, c'est de faire l'hémostase dans des conditions extrêmement strictes. Et c'est pour ça qu'il y a un apprentissage, parce que contrairement à la bipolaire, quand on coagule avec un bistouri ultrason, il faut ne pas pousser, ne pas tendre. Donc, il y a une éducation de l'aide opératoire qui est extrêmement importante parce que si vous faites, dans notre métier, les artères utérines en poussant sur l'utérus comme on faisait avec une bipolaire en célioscopie, eh bien, vous aurez une inefficacité de l'appareil. On dit, bon, ça marche pas, leur truc. En fait, c'est qu'on a mal utilisé l'appareil. Alors, il y a de nouveaux essais, il y a de nouveaux effets, excusez-moi, comme ce qu'on appelle le back-cutting, la squelettisation et la cavitation, et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc, vous voyez que ça devient un couteau suisse un peu compliqué par rapport à une bipolaire ou des ciseaux qu'on avait l'habitude d'utiliser jusqu'à présent. Donc, on va coaguler, sectionner, disséquer dans le même temps, et les 5 paramètres qui sont extrêmement importants pour le chirurgien, c'est je tends ou je ne tends pas les tissus, parce qu'à l'inverse, quand vous coupez du péritoine, par exemple, il faut tendre les tissus. Imaginez un drap que vous voulez couper avec des ciseaux. Si le drap n'est pas parfaitement tendu, vous n'arriverez pas à couper. S'il est tendu, vous coupez d'un coup de ciseau. C'est exactement la même chose. On va bien sûr pouvoir appuyer sur l'instrument. Ensuite, on peut jouer sur le générateur et le temps d'application. Alors ça paraît un peu abstrait, mais du coup, comme on a multiplié les paramètres techniques, eh bien, le chirurgien, c'est un petit peu plus compliqué dans sa tête. Alors ça s'apprend comme tout, mais c'est un petit peu plus compliqué. Alors quels sont les bénéfices de cet instrument? Eh bien, c'est un seul instrument qui va permettre la dissection, l'hémostase ou la lymphostase et la section, bien sûr. Et donc, ça permet de diminuer les entrées-sorties des trocars qui sont extrêmement fatigants. Tout le monde n'a pas le robot dont va parler Pierre tout à l'heure. Tout le monde ne fait pas de la célioscopie assis avec une console. Ça permet une continuité du geste. Il n'y a pas de charbonnage, il n'y a pas de fumée. Et de fait, on diminue de façon assez exceptionnelle le temps opératoire, même dans des chirurgies compliquées comme l'endométriose. Alors, les bénéfices, donc, énergie mécanique, pas d'accident par arc électrique, moins d'effet thermique, je vais vous le démontrer ensuite. Donc c'est mieux pour l'anapathe, les patientes ont moins de douleur. Vous savez qu'un des grands progrès, et ce qui a permis la chirurgie ambulatoire pour l'hystérectomie, par exemple, où maintenant on fait des hystérectomies en ambulatoire vrai, c'est-à-dire qu'une patiente arrive le matin et sort le soir, rentre chez elle, si bien sûr elle n'habite pas trop loin, c'est essentiellement l'accompagnement de la douleur et le fait qu'il n'y a pas de rétraction. Comme moi j'ai été de l'école, on faisait beaucoup de voies vaginales, on mettait une pince de Jean-Louis Fort, un nœud, et bien sûr le moignon se rétractait, c'était douloureux. Et puis une grande sécurité d'utilisation. Alors pour la diffusion thermique, j'ai pris cette petite vidéo. Vous voyez à droite, c'est une bipolaire avancée, c'est un ligachour.
Et puis à gauche, c'est un ultracision, c'est un bistouri harmonique, donc à ultrasons. Et en fait, on estime que la diffusion thermique ne dépasse pas 2 mm lorsque l'on utilise un bistouri à ultrasons. Donc bien sûr, on a beaucoup moins de difficultés à tunneliser un uretère, à pouvoir faire une endométriose digestive, et je vais vous le prouver après. Alors j'adore cette vidéo, je vous demande de la regarder avec attention. Donc on met un courant sur une saucisse, vous voyez, un chapelet de saucisse. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le courant va passer par la membrane et donc la saucisse qui est en bas va tomber. Ça veut dire qu'il y a eu un arc électrique qui a fait que le courant est passé. Et pourquoi? Eh bien, parce que les électrons prennent le chemin le plus court, à faible résistance, donc ils ne sont pas passés dans la chair à saucisse, ils sont passés autour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on a une bipolaire qui charbonne, si on réutilise la bipolaire, eh bien, les électrons vont passer autour et vont risquer de blesser les vaisseaux de voisinage. Vous voyez, donc ça c'est extrêmement important, on montre ça à nos internes pour bien comprendre que quand on a une bipolaire charbonnée, il ne faut pas continuer à appliquer la bipolaire parce que sinon, on risque d'avoir une diffusion thermique, un arc électrique et bien sûr des blessures. Alors il y a une deuxième paramètre qui est extrêmement important également, c'est qu'il y a l'angle d'approche des vaisseaux. Nous on dit toujours, notre grand ennemi c'est le lombe ovarien, l'artère utérine, et vous savez que ce n'est pas toujours simple quand on a des gros utérus. Et bien sûr, quand on est exactement perpendiculaire, un vaisseau de 5 mm reste à 5 mm, mais un vaisseau, si on est transversal, on peut aller jusqu'à 7-8 mm, et on dit que l'appareil ne marche pas, ça saigne, tout simplement parce qu'on n'est pas exactement perpendiculaire. Donc ça, c'est très très important dans la conception. Alors, je vais vous montrer aussi ce qu'est la cavitation. Donc, on va avancer un tout petit peu, excusez-moi. La conception du bateau vous intéresse peut-être moins aujourd'hui. Mais par contre, ce qui est important, c'est ça. C'est que quand on a une hélice de bateau, on fait de la cavitation. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, la vitesse de rotation, quand vous avez un hors-bord, par exemple, et que l'hélice tourne vite, vous avez une dépression qui se crée dans l'eau, et à ce moment-là, l'eau se transforme en vapeur d'eau. Et en chirurgie, c'est pareil. Encore une fois, cette lame ultrasonique se déplace à 55 000 battements par minute. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans la vraie vie, dans la vie du chirurgien? Eh bien, on a une dépression qui va casser les molécules d'eau, faire des bulles de gaz et de vapeur, et à ce moment-là, on a une dépression, et on va avoir un plan de clivage. Je vais vous le montrer avec des vidéos après. Donc, ça permet de faciliter la dissection. Quand on voit un chirurgien qui opère bien avec l'ultracision, on dit « Ouais, mais là, c'était facile, hein, c'était un cas simple, il a du pot, quoi. » Vous rentrez dans le bloc, vous dites « Oui. » Non, c'est pas ça. C'est que c'est l'instrument qui a créé un plan de dissection que l'on n'avait pas de façon aussi simple avant. Et bien sûr, ça favorise la préservation des tissus parce qu'on a beaucoup moins de coagulation et de charbonnage. Alors, quelques exemples. Je vous demande de regarder la vidéo du haut parce que vous allez avoir une très belle bulle de cavitation. C'est une salpingectomie, c'est pas la chirurgie de l'extrême. Mais vous voyez cette bulle qui s'est créée et qui crée toute seule le plan de clivage. Il en est de même sur la vidéo du bas où on va faire une dissection vésico-utérine pour une hystérectomie. Là, vous voyez que l'appareil il est utilisé en mode section, c'est-à-dire qu'on tend le péritoine, l'histoire du drap, hein, on coupe le drap donc on tend bien fort. Et on a le plan de clivage qui se crée tout seul. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, vous rentrez là dans la salle d'op, vous regardez l'écran, vous dites « Ouais, enfin bon, c'est une patiente facile, elle ne saigne pas. » Non, c'est simplement qu'on est dans le bon plan. Et ça, pour l'endométriose, et je vais y arriver, ça a un intérêt absolument majeur. Vous voyez, donc si on résume ces avantages de la cavitation, que l'ultracision est le seul instrument à pouvoir fournir, eh bien ça permet d'aider à la dissection. Vous voyez là un plan recto-vaginal pour une fixation. C'est pas le sujet, mais c'est pas grave, je trouvais que c'était très intéressant. Eh bien, vous voyez qu'on a un plan qui va s'ouvrir tout seul. On va avoir une dissection et une hémostase dans le même instrument, une faible diffusion thermique, une continuité du geste et, de ce fait, un gain de temps. Et je vous assure que c'est tout à fait spectaculaire. On sait tous dans cette salle, vous êtes des chirurgiens renommés, reconnus, importants, on sait tous que la chirurgie n'est pas une course de vitesse. Mais néanmoins, quand on arrive à gagner du temps, eh bien, ça permet de rembourser les coûts et d'exploiter au mieux la salle d'opération. Alors, ça c'est le côté technique. Donc, si vous voulez bien, parce que j'avais des gros fichiers, donc on va changer de dossier, j'en ai pour 10 secondes. Et je vais vous montrer maintenant les applications techniques dans l'endométriose. Voilà, donc j'ai essayé au départ d'attirer votre attention sur le fait que c'est vraiment un nouvel instrument, enfin qui ne date pas de cette année, hein, mais qui est totalement extraordinaire quand on en a la pratique. Alors, quelques applications maintenant liées à l'endométriose, donc la même équipe. Alors vous savez, Charles va vous le redire tout à l'heure, qu'on a des recommandations internationales qui vont être réactualisées d'ailleurs cette année par le Collège des gynécologues. Donc ça c'est la recommandation canadienne, il y a la recommandation européenne avec les cheveux, et en gros on opère les patientes. Elles sont nombreuses, on pourra discuter de la fertilité, mais ce n'est pas le débat de mon topo aujourd'hui. On a les recommandations des cheveux. Vous savez qu'on a 3 types d'endométriose, nous les gynécologues, on a l'endométriose superficielle, les endométriomes et l'endométriose profonde. Et en fait, vous allez voir qu'on va s'intéresser uniquement à la 3e case, parce que bien sûr, dans l'endométriose superficielle, que tout le monde a vu dans la salle,
On a des petits implants péritonéaux. Il a été démontré qu'il fallait les réséquer. Il y a des recommandations internationales pour les douleurs, pour la fertilité. Et on peut les réséquer avec un ciseau, tout bêtement. Là, vous voyez, on a un petit implant, vous allez le voir apparaître à la pompe de l'urtère. Donc là, il n'est pas question de coaguler, on ne va pas risquer de coaguler l'urtère. Vous voyez la zone bleue qui est derrière. Donc on peut mettre un coup de ciseau, c'est pas extraordinaire. On peut mettre un coup de bipolaire. Là, vous voyez qu'il y a une lésion qui a été retirée dans la fossette ovarienne. Et vous allez voir apparaître en avant des lésions, je vais accélérer un peu, des lésions d'endométriose péritonéale que l'on coagule de façon extrêmement simple avec une bipolaire. Là, il n'y a vraiment pas besoin d'une ultracision pour faire ça. Et puis on peut, Horace en parlera tout à l'heure, quand on a des lésions diffuses, les coaguler avec le plasma. C'est un autre débat, c'est pas mon sujet. Mais c'est vrai que l'ultracision n'est pas recommandée pour ça. Les endométriomes, dans les kystes ovariens endométriosiques, il y a tout un débat dans notre communauté actuellement gynécologique pour dire que ce sont des lésions qui finalement doivent être prises avec une grande considération parce qu'on risque d'abîmer l'ovaire. Et vous voyez là des kissing ovaries avec 2 endométriomes magnifiques qui étaient collés derrière l'ovaire. Et là aussi on a beaucoup évolué. Alors on a évolué, on est passé de la kystectomie intrapéritonéale à la prise par nos maîtres de Clermont-Ferrand. Pardon, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà, donc ça tout le monde a vu ça. La kystectomie, c'est on tire sur le kyste et on essaye de le dissocier du parenchyme ovarien. Et vous voyez, quand on fait ce geste, eh bien, il est certain qu'on va enlever du parenchyme ovarien normal parce qu'on n'a pas de contrôle. On voit très très bien dans ce temps opératoire. On n'a pas de contrôle, donc il est certain que c'est potentiellement délétère pour l'ovaire. Donc au cours des 5 dernières années, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que les taux d'AMH, qui est l'hormone antimullérienne, baissaient et qu'on nuisait à ces patientes en les opérant de cette façon. Voilà, il y a un nombre de publications important. Donc Horace vous parlera du plasma, qui est une application tout à fait intéressante pour les endométriomes. En gros, le plasma, c'est un super laser. Je ne déflore pas ton sujet Horace, mais on va, au lieu de tirer sur la paroi du kyste, on va la vaporiser avec une profondeur de destruction de 2 mm, donc tout à fait adapté au parenchyme ovarien. Voilà, donc on peut aussi alcooliser les endométriomes, mais c'est pas à ça que je veux venir. Je dois finir dans 59 secondes, Richard, c'est ça? J'ai 5 minutes, très bien, ça sera parfait. Donc notre vie quotidienne, c'est ça, c'est des endométrioses profondes, c'est des pelvis gelées, des chirurgies épouvantablement compliquées. Moi je dis toujours que c'est plus compliqué que la cancérologie parce qu'on a des femmes jeunes qui ont un projet de grossesse et quand on a une fistule chez une femme de 25 ans à qui on a fait ce type de chirurgie, on est quand même très très embêté. On a des recommandations bien sûr. Et je veux juste, moi mon sujet c'était les ultrasons. Donc voilà un nodule, alors c'est une gentille endométriose profonde, on commence lentement. Hein. Donc de la cloison recto-vaginale et vous voyez qu'on va pouvoir ouvrir le plan, cette cavitation dont je vous parlais. Vous voyez on a une compresse dans le vagin et on va petit à petit disséquer ce nodule d'endométriose qui était posé contre le rectum et petit à petit avancer tranquillement avec une grande sécurité à la fois par rapport au rectum et là bien sûr pour cette patiente on sera amené à ouvrir le vagin et à le suturer. Ça c'est le premier temps. Le deuxième temps c'est qu'on peut bien sûr gérer les adhérences parce que comme on l'a dit on a cet effet de section, de coagulation, on ne change pas d'instrument. Là vous voyez on avait un pelvis très adhérentiel endométriosique et on se retrouve vraiment dans cette situation au quotidien maintenant. On a énormément d'endométriose et vous voyez que cet appareil est tout à fait adapté, on reste au ras de l'utérus et le plan se crée, le plan est clivé et on est tout à fait à l'aise pour cliver ces plans. Au lieu de mettre de la bipolaire, des ciseaux, de laver, d'évacuer la fumée, on gagne un temps certain. Alors, on arrive dans des situations comme celle-là, où on a une endométriose de la cloison recto-vaginale, où on descend dans un enfer. Vous voyez, on a tunnélisé l'urtère gauche, puis l'urtère droit, et on va descendre, et on va attaquer donc, cette sculpture, en essayant bien sûr de respecter le rectum. Et là, vous allez voir combien l'instrument est favorable et intéressant, puisqu'on reste bien sûr au ras de l'utérus, et vous allez voir que petit à petit, eh bien, on va décoller le rectum sans avoir à coaguler, sans avoir peur d'une blessure thermique du rectum. Et finalement, le juge de paix, c'est comme avec l'urtère dont je vais parler ensuite, c'est la fistule ou pas de fistule. Et c'est vrai que c'est une chirurgie que l'on fait dans l'immense majorité des cas avec nos collègues chirurgiens viscéraux. Évidemment, on profite de la spécialité de nos collègues et c'est souvent très sympa d'être en équipe et d'avoir moi je fais toujours avec le même chirurgien viscéral et c'est très très agréable. Souvent il ne s'habille pas d'ailleurs, mais quand il a besoin de s'habiller, c'est bien pour moi. Voilà, donc un intérêt majeur dans cette chirurgie, alors on ne va pas laisser défiler tout le film parce que c'est bien sûr un peu long, mais un intérêt majeur. On fait beaucoup de shaving actuellement, on sait que c'est revenu à la mode, shaving c'est rasé, on essaye de passer au ras de la séreuse et d'enlever un nodule. Donc là, c'est pas une application d'ultracision, c'est une application des ciseaux droits parce qu'il faut passer vraiment au ras
et bien sentir les choses. Il ne faut pas coaguler, et quand ça saigne comme là, c'est bon signe, c'est qu'on est dans le bon plan. Donc le shading n'est pas une bonne application. On peut faire des résections discoïdes. Là, elle a été faite, j'ai pas retrouvé, désolé, la première partie du film, on l'avait fait à l'ultracision. On a fait une petite pastille, et puis on suture le rectum. Donc ça fait partie des chirurgies que l'on fait vraiment de façon extrêmement courante. Et puis vous le savez, on fait des résections segmentaires dans des lésions notamment importantes où il faut enlever une partie donc, du sigmoïde, du côlon, et bien sûr la dissection, comme vous le voyez là, pour affiner le rectum est tout à fait intéressante avec cet appareil, puisqu'on va pouvoir faire une dissection et mettre des pinces automatiques. Je suis désolé, je me suis encore trompé de bouton, je vais y arriver, voilà. Donc, excusez-moi. Vous savez tout ça, vous savez que ça se fait très très bien en célioscopie maintenant. On va pouvoir mettre la pince et puis faire l'anastomose dans un deuxième temps, comme on va le voir ici. Voilà, donc tout ça c'est en célioscopie. Et ce qu'on dit toujours nous, c'est que la conversion en laparotomie n'est jamais un échec, parce qu'il y a des patients où on ne peut pas le faire. Donc là, le film ne veut pas se lancer, le film d'avance, c'était l'anastomose, on avait les deux parties qui allaient s'anastomoser. Je vais réessayer une dernière fois, et ça marche. Excusez-moi. Donc on va accélérer un petit peu. Richard, il me reste combien de temps? Ça dépend de Perrine. Perrine, elle va être bonne, bref. Donc vous voyez, on fait l'anastomose par célioscopie. Non mais elle a 3 diapositives, ce qui me permet de dire ça. Voilà, donc c'est vrai que tout ce temps de préparation de l'anastomose est, à mon avis, nous on est dans mon équipe, très fan de cet instrument, très facilité. Alors après il y a l'endométriose urinaire, avec l'urtère, le rein, la vessie. Et là j'ai fait en gros plan une dissection de l'urtère, où vous voyez la proximité de la dissection et la qualité de l'hémostase, puisque vous voyez, on est contre l'urtère, et comme je le disais, le juge de paix, c'est vraiment l'absence de fistule qui arrive ensuite, et on est amené parfois à disséquer totalement l'urtère, voire à faire des réimplantations. Je vais vous le montrer ensuite. Voilà, alors là j'ai une endométriose urinaire extrêmement sévère, donc on va avancer un petit peu la vidéo, excusez-moi. Et le temps que je vais vous montrer, c'est ça. C'est que là, on arrive, vous voyez, on a commencé à dégager l'urtère. Je sais qu'il y a des urologues dans la salle. Donc, et l'urtère, il va être totalement au contact du nodule. Et on va pouvoir le dégager d'une façon très élégante avec cet appareil. Voilà. Donc, je passe là. Une autre endométriose sévère, je vais penser directement. Voilà, c'est ce temps-là que je veux vous montrer. Vous voyez, on est à l'aplomb de l'urtère et on va dégager l'urtère de ce nodule endométriosique et pouvoir le libérer totalement. Et bien sûr, vous voyez là, on caresse l'urtère avec la lame active. Hein, c'est un geste que permet cet instrument. Et ensuite, on va pouvoir couper ce nodule d'endométriose et le dégager complètement d'une façon extrêmement sûre. Cette dame n'avait pas de son double J, elle n'a pas eu de fistule. Et donc, vous allez voir la prise du nodule. Vous voyez, on est contre l'urtère. Et quand on dit qu'il n'y a pas de diffusion thermique, il n'y a pas de diffusion thermique, et vous en avez l'illustration ici. Donc vous voyez le grand progrès quand même, parce que, encore une fois, moi j'ai été élevé à la bipolaire, et ça on se le permettait de façon moins courageuse, j'allais dire, avec la bipolaire. Voilà. Alors, excusez-moi. Donc le nodule vésical, je vais accélérer aussi ce film. C'est fréquent hein, en gynéco, on a souvent, et Charles vous le dira, des lésions rectales, vésicales, c'est rarement l'endométriose profonde est rarement isolée. Et c'est vrai que là aussi, alors je pense que là l'ultracision est beaucoup moins importante quand on fait une urétérolyse, mais il y a un confort de travail, une rapidité surtout de travail qui est tout à fait conséquente, et vous voyez qu'on va ouvrir la vessie et pouvoir passer au large du nodule et bien sûr éviter de laisser des nodules résiduels d'endométriose qui serait une catastrophe. Et ensuite on suture la vessie par célioscopie bien sûr. Voilà, on a fait quelques néphrectomies dans mon service avec les urologues bien sûr. Alors vous voyez on est quand même des clips, hein, on est joueurs mais bon voilà, c'est quand même préférable. Mais c'est pour dire que l'appareil marche très bien quand même parce qu'on arrive à faire une hémostase correcte. Voilà, donc bien sûr on met des clips. On a été amené à faire avec les urologues aussi des réimplantations latérales et c'est vrai que c'est vraiment des gros chantiers en général, des endométrioses constrictives qui envahissent tout le pelvis et là aussi il me semble que l'ultracision a un intérêt et a une vraie capacité de dissection qui est intéressante. Je vais passer sur les indications, c'est pas trop le thème, je vais passer sur la surveillance et j'espère avoir attiré votre attention sur la complexité de cette chirurgie et je vais conclure.
Donc mon message en fait, c'est que c'est à mon sens un nouvel appareil, donc une nouvelle façon d'opérer. Horace va vous montrer des vidéos fantastiques tout à l'heure, c'est encore une autre façon d'opérer avec le plasma, donc ça s'apprend. Et ces phénomènes de tension, je tends quand j'ai du péritoine, je relâche quand j'ai le vaisseau, je fais de la cavitation qui me donne le plan, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et tout à fait intéressant. C'est à l'évidence une sécurité accrue pour les patientes, parce qu'encore une fois, si on fait beaucoup d'endométriose et qu'on a moins de fistules, eh bien c'est qu'on a gagné grâce à l'instrument. Et ça permet de régler le problème du coude, parce que c'est souvent reproché quand on fait ce type de communication, on dit oui, mais enfin, c'est un certain coude, vous vous rendez compte? Non, parce qu'on gagne tellement de temps que finalement, on arrive à opérer plus de malades et on s'y retrouve. Et puis, bien sûr, c'est un instrument chirurgical, donc ça veut dire qu'il est dangereux si on l'utilise mal, et il y a forcément une courbe d'apprentissage. Alors, comme je savais qu'il y avait une audience plutôt masculine, j'ai essayé de vous faire rêver un petit peu pour finir cet exposé. Et finalement, moi je compare l'ultra-cision. Non mais Perrine, j'ai remarqué que tu étais une fille, c'est un débat, mais il y a quand même plus de garçons aujourd'hui. Finalement, moi je dis toujours, la bipolaire avancée, le ligachour, c'est un 4x4. Le 4x4, même si vous n'êtes pas formé, vous montez dedans, vous arrivez à vous débrouiller. Une Ferrari, si vous voulez l'exploiter correctement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend, et c'est vrai que quand on roule comme ça, bien avec ce très très bel engin, il faut apprendre et il faut être formé. Sinon, voilà ce qui arrive. J'ai mis un petit film, alors on a des excuses, là c'est une patiente qui a eu 4 césariennes, c'est une hystérectomie, et vous allez voir qu'on fait un magnifique trou dans la vessie, non pas qu'on n'ait pas appris à servir l'instrument, mais parce que l'instrument est redoutable, et qu'il ne faut pas croire, on a aussi des complications bien évidemment, donc on y est presque. Vous allez voir apparaître le trou dans la vessie, et pourtant on avait l'impression d'être dans le bon plan, on a appuyé l'instrument qui est chaud, c'était une erreur en revoyant le film, et vous voyez on a fait un très joli trou dans la vessie, ce qui est vraiment pas grave, cette structure, mais voilà. Donc pour ne pas voir la Ferrari qu'on a en haut en photo à gauche, eh bien, il faut se former, et la plupart des chirurgiens qui utilisent cet instrument se sont formés. Nous à Angers, on organise des workshops de formation pour les plus jeunes, et je crois que c'est tout à fait important. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Philippe. À quand le permis à point pour les chirurgiens? Perrine, on vous donne 2 minutes pour faire un commentaire. 2 minutes pour un commentaire. Tout d'abord, merci beaucoup Philippe pour ce topo qui était très clair. J'ai eu la chance d'assister à un workshop et j'avoue que du coup, ça aide vraiment pour prendre en main cet instrument d'avoir assisté à ce workshop. Moi j'ai quelques petites questions. Donc l'intérêt de l'ultracision, on comprend bien qu'il y a une ergonomie pour le chirurgien, que du coup on va arrêter de changer d'instrument pour mettre les ciseaux, la bipolaire, etc. On comprend bien qu'il y a une absence de fumée, donc en termes de visibilité c'est vraiment très agréable, qu'il y a un effet de cavitation. Donc ce bénéfice pour le chirurgien me paraît évident. Maintenant pour les patientes, est-ce qu'il y a un bénéfice qui a été démontré dans la littérature? Est-ce qu'il y a des arguments pour dire qu'il y a un bénéfice aussi pour les patientes à l'utilisation de cet instrument? Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a pas une littérature extrêmement fournie, il y en a, il y a des articles. Alors, je voulais plutôt aujourd'hui faire technique, c'était pas un congrès avec des résultats techniques, c'était essayer d'ouvrir un petit peu les yeux sur une nouvelle technique, c'est pas des résultats, mais il y a une littérature qui tente à montrer quand même que, mais ça se mélange avec la célio, ça se mélange avec beaucoup de facteurs confondants, c'est-à-dire qu'on ne compare plus l'hystérectomie vaginale et l'hystérectomie célio, on compare l'hystérectomie célio à la bipolaire, l'hystérectomie avec l'ultracision. Donc c'est compliqué à démontrer, il y a quelques papiers, il n'y en a pas énormément, il faut être honnête. Donc c'est surtout un confort de chirurgien. Oui, bien sûr. Non, honnêtement, c'est une drogue. Hein. Je pense qu'on a un deuxième drogué après qui aura ce moment, qui vous parlera du plasma. Quand on est habitué à un instrument, c'est assez extraordinaire, effectivement. Je pense qu'on va donner tout de suite la parole à Horace, parce qu'on fera une discussion justement, c'est que choisir, ça me paraîtra intéressant à la fin, puisque dans le choix, il y a à la fois le plaisir du chirurgien, les finances de l'hôpital et le confort des patients. Donc ce choix n'est pas évident, et je trouve que c'est une discussion quotidienne qu'on a dans les blocs opératoires, et qui est d'une stratégie globale dont on parlera. Moi j'avais juste une question sur l'apprentissage, parce qu'on parle de l'apprentissage et de l'importance. Est-ce que pour toi la durée de la courbe d'apprentissage est longue, ou est-ce qu'elle est... combien t'évalues un peu Nous, elle a été longue parce qu'on n'y croyait pas du tout à cet instrument au départ. Et puis, c'est en allant voir des chirurgiens viscéraux, justement, en Hambourg, amenés par Eticon, qu'on a compris que c'était important. Je crois que ça dépend du degré d'expertise du chirurgien. Si tu as mis l'hystérectomie célio dans les pattes, ça va venir plus vite, forcément. Hein. Si tu es jeune interne, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas dire, il faut 15 cas. Voilà, ça dépend de l'expertise du chirurgien. Merci Perrine, excusez-moi de vous avoir pressé comme ça.